Soulagé et attristé. Soulagé, évidemment, parce que le pire a été évité, il faut le dire, parce qu'à un moment donné, on parlait de la destruction, en tout cas que ça pouvait vraiment être détruit, et attristé parce que ça fait partie de nous. Je veux dire, quiconque connaît l'histoire de France, quiconque sent quelque chose de la France, ne peut pas être indifférent à Notre-Dame. C'est quand même près de 1000 ans. Il ne faut pas oublier que c'est Charlemagne qui a posé la première pierre, qui a présidé, et Philippe Auguste la dernière, enfin au moment où ça s'est vraiment formé. Il ne faut pas oublier tous les Tédéum, tout ce qui s'est passé jusqu'au couronnement de Napoléon et de Joséphine, etc., etc. Il ne faut pas oublier d'ailleurs, ce matin je regardais ça, c'est le gouvernement Ratzok de la Troisième République, quand les Allemands sont arrivés, ils sont allés prier pour... juste avec avant Daladier l'arrivée et des compagnie. Allemands. Juste avant. Mais enfin, Les francs-maçons de la Troisième République sont allés prier un Tédéum à Notre-Dame pour supplier que le Seigneur défende la France. Ça veut dire que l'histoire de France est aussi forgée là et que ça fait complètement partie de nous. D'une phrase, Franck, qu'est-ce que ça suscite en vous? Soulagé, bien sûr, parce que je pense qu'on est passé très proche de la catastrophe. Et puis, je suis un éternel optimiste. Je pense qu'à un moment donné, il faut pouvoir renaître de ses cendres. Et ça va être le cas, je le pense, sur ce moment terrible. Puis c'est sans doute peut-être aussi un signal du... je suis croyant, mais signal du ciel. Et à un moment, il fallait un moment d'unité. Il y a un moment d'unité qui existe dans ce pays, qui n'existait pas depuis des semaines, malheureusement, sur cette catastrophe. Même depuis des mois. Et depuis des mois, même. Et donc, j'ai le sentiment que là, on a un signal très fort d'unité dans notre pays. Et puis, ça confirme que la France a quand même des racines chrétiennes, parce qu'il y a parfois des débats, là on le voit bien, on est en tout cas réveillés par nos racines, et elles sont chrétiennes quand on voit ces magnifiques édifices. Juliette, qu'est-ce que ça a suscité en vous hier et encore aujourd'hui? Une belle phrase du général de Gaulle, paraphrasée, Notre-Dame blessée, Notre-Dame martyrisée, mais Notre-Dame sauvegardée. Et c'est le soulagement, évidemment, parce qu'à un moment donné, on a eu l'impression qu'il y a l'une des tours qui allait s'affaisser. Donc c'est évidemment un soulagement. Un message quand même d'espoir, parce que au-delà, évidemment, du soulagement en France, j'ai trouvé que les témoignages de solidarité à l'étranger, et même de Donald Trump, qui avant de commettre son tweet maladroit sur les Canadaires, a quand même dit « La cathédrale, c'est le trésor de l'humanité ». Il n'est pas le seul à l'avoir dit. Et puis, Theresa May, qui vient de dire que les cloches de Westminster allaient sonner en hommage à ce que nous avons vécu. Et puis, cette espèce d'incroyable solidarité internationale qui montre que l'art, érigé à ce niveau-là, c'est un formidable message de culture, de rassemblement, d'apaisement entre les peuples, de fierté. Je note la phrase de l'un des dirigeants du Saint-Siège qui dit « C'est un témoignage d'art ». C'est un témoignage en hommage à la spiritualité, mais aussi à la laïcité. Et je trouve que à la laïcité. À la laïcité. Et je trouve que c'est une très belle manière de montrer que la sécularisation de nos sociétés aboutit à de la convergence sur la belle culture. Jérôme, on vous a entendu hier, mais d'une phrase aujourd'hui... Oui, mes amis l'ont dit, évidemment, c'est un choc, un bouleversement. Et en même temps, on se dit que donc à une demi-heure près, Notre-Dame pouvait disparaître complètement. Et comme on lit énormément de choses sur Notre-Dame, il y a un intérêt prodigieux qui se fait. On lit par exemple qu'au XIXe siècle, on n'a pas été loin de la destruction complète de Notre-Dame. On voulait raser Notre-Dame. Et donc l'objectif, c'est vraiment aujourd'hui de sauver Notre-Dame, de reconstruire Notre-Dame, de repartir de l'avant. On sent un formidable élan. Et ça, je veux retenir ça comme élément extrêmement positif. Alors je vous propose d'accueillir Benjamin Mouton. Il a été l'architecte en chef de Notre-Dame pendant 13 années, entre 2000 et 2013. Bonsoir Monsieur Mouton, soyez le bienvenu. Pas mal de questions à vous poser. Et la première peut-être, est-ce que ce soir, on a la certitude que Notre-Dame, que l'édifice est sain sur ses bases? C'est-à-dire que ce qui a été préservé tiendra le coup? Non. Non, on n'est pas sûr. On n'est pas sûr parce que le feu est éteint. Mais il y a une jonchée de bois calciné et trempé sur les voûtes. Et avant d'arriver sur les voûtes, ils ont fait un choc mécanique sur les voûtes qui les a ébranlées. Je regardais la photo, la voûte de la croisée était connue pour être la plus fragile. On va la revoir. Et puis les bois calcinés sont sur la pierre, calcinent la pierre, et à 900 degrés, la pierre se transforme en chaux. C'est-à-dire elle perd ses capacités mécaniques. Or, c'est les parties supérieures des voûtes qui sont fondamentales pour la structure des voûtes. Et puis après, il y a les pompiers qui sont arrivés, qui ont mouillé tout ça.
Et puis maintenant, il y a la charpente qui fait une surcharge sur les voûtes. Donc, je pense qu'on pourra être plus précis sur l'état de la cathédrale lorsqu'on aura mis un parapluie, lorsqu'on aura déposé lentement pour ne pas faire de réaction et qu'on verra l'état des voûtes. Je pense qu'avant, on ne le saura pas vraiment. Est-ce que vous avez été surpris que le feu ait... Non pas qu'il y ait eu un feu, mais qu'il se soit propagé, qu'il ait pris cette ampleur aussi rapidement? Tout à fait. Incompréhensible. Incompréhensible. Je suis stupéfait. C'est du très vieux chêne. Et on dirait qu'il a brûlé comme des allumettes, comme si c'était une autre essence très, très, j'allais dire, volatile ou combustible. Je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas du tout. C'est très impressionnant. Vous ne voyez pas quelle pourrait être l'origine de ça, L'origine, du feu? a aucune idée. Enfin, l'origine elle-même, on est dans l'incertitude. La piste de l'accident est privilégiée, mais la propagation, vous dites, c'est étonnant. La propagation, elle est extrêmement curieuse. Alors évidemment, c'est parti de la croisée, puis ça s'est propagé ensuite sur le chœur, la nef, le transept. Parce qu'on entend beaucoup de commentaires qui disent, c'est ce qu'on appelle la forêt, cette zone très, très grande, très importante, très volumineuse de charpente, que cette charpente pourrait brûler finalement presque comme du petit bois. Vous vous inscrivez en faux. Vous dites ce type de bois ne brûle pas comme ça. Non. Vous savez, du chêne qui a 800 ans, c'est très dur. Essayer d'en faire brûler, enfin moi j'ai jamais essayé. Mais du vieux chêne, c'est pas évident du tout. Il faut mettre beaucoup de petits bois pour y arriver. Là, je sais pas s'il y en avait. Non, j'arrête de plaisanter. Je crois que non, moi ça me stupéfie beaucoup. Et où vous mène cette réflexion? À quelle hypothèse elle vous amène? Je vois pas d'hypothèse que je puisse dire. Quelle hypothèse on pourrait dire? Que ça a été vite. Qu'on aurait pu faire autre chose pour que ça n'aille pas aussi vite. Moi, je me perds en conjecture. Vous savez, on a fait à Notre-Dame, juste avant que je prenne ma retraite, c'est-à-dire dans les années 2010, on a remis à plat toute l'installation électrique de Notre-Dame. Donc, il n'y a pas de possibilité de court-circuit. On a remis à plat, et aux normes contemporaines, même en allant très loin, toute la détection et protection incendie de la cathédrale, avec des éléments de témoins de mesure, d'aspiration, etc., qui permettaient de détecter un départ de feu. Vous avez en bas de la cathédrale 2 hommes en permanence qui sont là jour et nuit et qui sont là pour aller voir dès qu'il y a une alerte et appeler les pompiers dès que le doute est levé. Ils sont là en permanence? En permanence, oui. Pourrait-il pas avoir excusez-moi, de défaillance de mécanisme d'alerte? Impossible. Tout est possible. Tout est possible. Moi, je vois mal parce que, bon, ça a été un travail colossal. Et puis, vous savez, c'est comme dans tous ces chantiers de monuments historiques, surtout à Notre-Dame, on a un encadrement technique, normatif, de contrôle, etc., qui est considérable, qu'on ne voit nulle part ailleurs, qui est considérable. Donc là, je veux dire que je suis quand même assez stupéfait. Et pendant les 13 années où vous avez été l'architecte en chef du bâtiment, vous n'avez pas eu connaissance de départ de feu ça n'est jamais arrivé? Non. Je suis ravi. On voit bien Jérôme. quand même que les travaux de restauration d'un monument historique qui date de tant de siècles accentuent la fragilité du monument lui-même. Et l'un des problèmes qui se pose aussi, c'est la surveillance de ce type de chantier. C'est-à-dire qu'il est quand même ahurissant que dans les défenses, et j'entends les défenses évidemment de gens de bonne foi, nous disent qu'il n'y avait plus un seul ouvrier sur le chantier. En d'autres termes, il n'y avait plus personne qui surveillait un chantier de cette importance, alors qu'à l'évidence, à partir du moment où il y a un chantier de rénovation comme ça, dans un monument historique de cette portée, on ne comprend pas qu'il n'y ait pas des conditions de surveillance strictes, permanentes, 24 heures sur 24 qui soit posée. Et là, je pense que la loi va devoir évoluer sur la façon dont on peut rénover, restaurer des monuments historiques, parce qu'il y a une carence évidente, me semble-t-il, de surveillance à minima. Vous avez sûrement raison, mais je vais mettre 2 bémols. Le premier, c'est de vous dire, vous savez, quand les ouvriers s'en vont du chantier, c'est la surveillance générale qui reprend ses droits, qui n'a pas vraiment quitté, et qui continue. Donc il n'y a pas de différence. Mais elle n'est pas spécialement adaptée à travaux de rénovation du monument historique. C'est-à-dire qu'on est resté sur les 2 hommes tout en bas en permanence 24 heures sur 24. Mais avec des appareils de mesure et de détection en permanence dans les combles. En ajoutant une chose, c'est que ces appareils de détection qui sont dans les combles sont alimentés
de telle sorte qu'il n'y ait aucun risque de court-circuit. On a déporté tous les éléments de branchement dans les escaliers en retrait des portes coupe-feu. La deuxième observation que je vais faire est la suivante, et peut-être vous allez être surpris. Quand vous regardez les statistiques sur les sinistres dans le bâtiment, vous voyez les monuments historiques, c'est presque rien. Alors, Parce qu'il y a très peu de monuments historiques, tout simplement. non, c'est parce que ces chantiers sont très, très surveillés, très encadrés, avec des mesures qui sont drastiques en ce qui concerne la protection, la surveillance, etc., etc. Donc là, moi, je pense que Je vous donne la parole, chantier Franck, qui mais- affaiblit un édifice, moi, j'y crois pas. Monsieur Mouton, ce que vous nous décrivez mène tout droit à l'hypothèse de quelqu'un qui aurait cherché à ce que l'incendie se développe. Je garderais bien de faire la moindre hypothèse. Bah, c'est très délicat et, Ah, c'est- et dans l'état actuel évidemment, des choses, je crois qu'on peut rien dire. on verra plus en détail tout à l'heure Oui. ce qu'il en est du sentiment de la justice et de l'ouverture de cette enquête. Pour l'instant, cette hypothèse n'est absolument pas privilégiée. Alors, dans l'ordre, Franck et puis Juliette. Pardon, juste un mot. L'hypothèse des 2 départs de feu, elle tient ou elle tient pas? Vous l'avez entendu? Les 2 départs de feu. Parlé par mon confrère Philippe Villeneuve, qui est l'architecte en chef des monuments historiques, et qui m'a donné son accord pour que je participe ici ce soir. Il m'a dit avoir connu un seul départ de feu, dans la noue, c'est-à-dire la partie de toiture qui rencontre le transept. Il me dit uniquement ça. Et il ajoute, il n'y avait pas de chantier à cet endroit-là. Il n'y avait pas de chantier à cet endroit-là. Chantier à cet Chantier. endroit-là. C'est-à-dire, celui qui vous a succédé Oui. vous a dit le départ de feu a eu lieu à un endroit où Il n'y avait il pas. n'y avait pas de travaux. Voilà. Il n'y avait pas de chantier. Bon, c'est un autre élément évidemment intéressant. Franck. Oh, mais j'ai une question parce que je connais bien évidemment pas votre métier, mais quand on voit une charpente aussi importante, la preuve, on l'appelait la forêt. Je sais que sur certains bâtiments, moi je vois chez moi dans les toits de chaume, il y a des produits inifugés pour protéger la propagation, et vous êtes étonné de la vitesse de la propagation. Est-ce que la charpente, elle est protégée d'un produit pour éviter cette propagation? Est-ce que ça a été fait ou ça n'existe pas? Parce que ça m'étonne qu'on n'asperge pas de produits cette charpente pour permettre d'éviter que s'il y a un incendie, ça se propage trop vite. Vous savez, pour que ces produits marchent, il faut qu'ils pénètrent dans le bois. Ouais. Alors, essayez de faire introduire dans du vieux chêne le moindre produit, que ce soit un insecticide ou un fongicide, ou... c'est pas possible. D'accord. C'est pas possible. Si on le savait, on l'aurait déjà fait, Juliette. malheureusement. Non, juste une remarque. C'est un bâtiment tellement ancien et effectivement en travaux et dont on sait qu'il y avait quand même assez peu de moyens en réalité pour l'entretenir. On sait que c'était difficile, que pratiquement, moi je me suis dit, au fond, c'est presque un miracle qu'il n'y ait pas eu davantage d'incendies de ce type. Sur toute la durée, vous voyez, sur toute la durée depuis laquelle, tous ces siècles, depuis lesquels existe la Notre-Dame de Paris, c'est vrai qu'on pouvait se dire, c'est presque exceptionnel qu'il n'y ait pas eu davantage d'incendies. Et la deuxième chose, c'est que je trouve que malgré tout, les conditions dans lesquelles ceux qui étaient présents dans la cathédrale ont évacué très vite les œuvres d'art qui pouvaient être sauvées, le fait qu'il n'y ait eu aucun blessé, aucun mort, on ne le dit pas, mais ça montre quand même qu'il y a eu une très grande réactivité, à la fois de la sécurité civile, des forces de l'ordre, probablement des gardiens, à préserver ce qui pouvait être préservé. Et donc, malgré tout, moi j'ai de l'admiration pour le fait qu'un tel incendie a été relativement vite Et les sapeurs-pompiers circonscrit. de Paris, hein. Évidemment les sapeurs-pompiers de Paris, évidemment la sécurité civile, probablement aussi le personnel de Notre-Dame de Paris. Donc, je trouve que c'est quand même admirable, mais voilà, ce qui ne remet en rien en cause ce que vous dites. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, j'ai toujours considéré que la conservation de cette charpente, qui est exceptionnelle, de démonstration de l'art de la charpenterie de la fin du XIIe siècle, et puis ensuite qui reprend au début du XIIIe siècle, comme s'il y avait une filiation dans l'art de la charpente, avec des améliorations qui étaient apportées dans la nef. C'est un tableau absolument fascinant qui n'existait nulle part ailleurs. Et le fait que ça soit encore debout en 2013, quand je suis parti jusqu'à hier, avant-hier, pardon, c'est vrai que ça tient du miracle. Et ce miracle, j'ose pas dire qu'il nous joue des tours, mais peut-être quelquefois on se dit, bon, on a pris toutes les mesures et ça devrait aller. Et puis, que voulez-vous, je crois que de toute façon, le risque zéro n'existe pas. Une dernière question, Monsieur Mouton. Sur votre état d'esprit à vous, c'est la question que je posais à chacun au début de cette émission. Est-ce que vous êtes ce soir plutôt soulagé ou désemparé, consterné par ce qui s'est passé? Soulagé de quoi? Non, je ne suis pas soulagé du tout.
Parce qu'hier soir, à un certain moment, on craignait que tout l'édifice... Oui, non, non, vous n'avez pas craint, vous. Il faut savoir que les deux tours ouest, dans lesquelles se trouvent les beffrois, sont séparées de la nef par des murs dans lesquels il y a très peu de portes. Donc le passage du feu dans ces deux tours occidentales était extrêmement peu probable. En revanche, s'il y avait eu le feu là, il y a 8 cloches dans la tour nord et il y a 2 cloches dans la tour sud, dont le grand bourdon Emmanuel. Et là, évidemment, ça a été un drame épouvantable. Le feu n'a absolument pas pénétré dans une des deux tours. Pas à ma connaissance. Il aurait pu passer par les abassons, mais apparemment, ceux-ci sont en état. Sinon, ils auraient brûlé. Pas du tout soulagé, pourquoi? Pardon? Pas du tout soulagé. Parce que je vois pas comment je peux être soulagé après l'incendie. Même si je me dis, on n'a pas tout perdu. Non, je peux pas être soulagé, je suis désolé. Même pas en tant que journaliste. Je suis très choqué de dire, voilà, si on parle, la piste s'oriente vers, effectivement, involontaire, etc., qu'est-ce qu'ils en savent? Il s'agit pas... On ne peut pas qualifier de complotiste quelqu'un qui dit « examinons toutes les hypothèses ». Ils ne sont même pas rentrés encore dans le lieu du sinistre. Et je trouve quand même, de la part d'un responsable, un procureur de la République, un ministre de l'Intérieur, il attend et il dit « écoutez, toute la lumière sera faite, on va enquêter », mais qu'il ne commence pas tout de suite à dénoncer comme complotiste quiconque peut dire « il y a peut-être quelque chose d'autre ». Ça me paraît quand même, franchement, en tant que citoyen, quelque chose de tout à fait choquant. Si vous permettez quand même, André, oui. Il me semble que ce n'est pas tout à fait l'esprit de l'intervention de Castaner et du procureur. C'est en réaction aux propos de Nicolas Dupont-Aignan mettant en avant l'hypothèse de l'acte volontaire que Castaner s'inquiétait du risque complotiste. Et c'est la question majeure des prochains jours. Parce que cette quasi-destruction d'une partie très importante de Notre-Dame de Paris, au début de la Semaine Sainte, ce qu'elle évoque pour les catholiques comme tragédie et pour les Français comme atteinte majeure au patrimoine, c'est un déclencheur de fake news. Je préfère dire fausses nouvelles, excusez-moi. Mais vous avez raison. Fausses nouvelles et en tout cas de doute extrêmement fort sur ce qui s'est passé. Et là, nous avons une situation dans laquelle, si quelqu'un comme Castaner ou quelqu'un comme procureur dit « toutes les hypothèses sont sur la table », c'est encourager immédiatement l'idée qu'il y a bien un acte volontaire qui a été commis. Si aucun élément ne permet à ce stade de penser qu'il y a pu avoir un acte volontaire, ils doivent se prémunir. Parce qu'après, vous n'arrêterez pas l'incendie des fausses nouvelles qui suivra l'incendie de Notre-Dame. Jaffray, il y a eu, on ne va pas faire de complotiste non plus, il y a eu 870 églises et monastères, il y a eu Saint-Sulpice, il y a eu... Mais ne mélangez pas tout. Je ne mélange rien. C'est un peu le risque. Non, mais on parle. Oui, mais je vais vous dire, si vous pensez que les gens sont tous des crétins et qu'ils ne peuvent pas comprendre que toutes les hypothèses sont sur la table, non. En face de vous, comment pourrais-je le penser? Merci. Eh bien, moi non plus. Mais vous ne pouvez pas dire ça. Il y a une question de responsabilité. Moi, 875 églises et monastères ont été vandalisés. Pas spécialement par telle ou telle personne. On ne va pas faire... Mais vous ne pouvez pas aujourd'hui rajouter à cette liste Notre-Dame de Paris. C'est tout ce que je veux dire. Je dis simplement qu'on ne pouvait pas dire que tout est orienté vers l'incendie involontaire et que le reste relève du complotisme. C'est exactement ce qui a été dit. Je suis désolée, mais c'est que ce sont quand même des professionnels à qui on a affaire, puisque le parquet a commencé déjà à examiner, et en général, quand il se passe... André, il y a eu des témoignages, il y a eu des auditions, la plupart des ouvriers, je crois, ont été entendus cette nuit. Donc il y a tout de même un début d'enquête. Quand il y a le moindre soupçon qu'il s'agisse, puisque vous faites allusion à l'hypothèse d'un crime et éventuellement d'un attentat. Donc quand il y a, surtout dans le Paris qui a connu les attentats, quand il y a le moindre élément qui permet de qualifier le début d'un attentat, immédiatement, le procureur de Paris ouvre et qualifie ce qu'il constate de potentielle ouverture d'une information pour des faits de nature criminelle. Et à ce moment-là, c'est toute une procédure qui se met en branle. Donc vous pensez bien que nos institutions sont faites de telle sorte les institutions... que si nous avons aujourd'hui personne dans la République ne veut cacher la vérité. Personne. Mais on n'a jamais dit ça. Rien n'a commencé. Vous me faites un discours, c'est très bien. Ce n'est absolument pas ce que j'ai dit. Mais je vais vous résumer la chose. Je préfère écouter l'architecte en chef pendant 13 ans de Notre-Dame qui a dit « je n'ai aucune hypothèse, je ne peux rien dire ». Je préfère ce que je ne peux rien dire et plus professionnel que messieurs le procureur de Paris et de monsieur Castaner. J'appelle ça du professionnalisme. Attendez, sauf que dans le même temps,
Oui. Il y a d'autres spécialistes, et le reportage que nous venons de voir nous le montre, qui disent rigoureusement l'inverse de ce monsieur. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur une affaire aussi complexe, il va évidemment y avoir un procès, une chaîne de responsabilité, un architecte qui va chercher forcément son avocat à renvoyer la responsabilité sur un autre, peut-être le chef des travaux, que sais-je. Et je peux vous dire que ce type d'affaire va durer des années. Il va y avoir expertise, contre-expertise, contre-contre-expertise. Les assurances vont s'en mêler. Probablement qu'il y a une réassurance de ce type de chantier qui est aussi mise en place. Donc, ça va durer des années. Donc, vous pensez bien qu'en 24 heures, personne n'est capable de dire quelle est la réalité. La seule chose, c'est que manifestement, il n'y a pas d'indice laissant supposer qu'il s'agit d'un attentat. Franck. Juste une remarque, c'est que malheureusement, le contexte n'amène pas la retenue et que la déclaration de Nicolas Dupont-Aignan à un mois des élections européennes, c'est gros comme une maison, on cherche la polémique. Il ne l'aurait pas fait s'il n'y avait pas dans un mois les élections européennes. Vous savez, c'est la phrase de Charles Péguy, tout commence par mystique et tout termine par politique. Et ben c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'au départ, tout le monde est recueilli, alors ça dure que 48 heures si ce n'est 24 heures, et puis maintenant tout le monde va partir sur des positions politiques. Les déclarations de Castaner, du procureur, sont politiques aussi. Oui, mais je veux dire, Nicolas Dupont-Aignan n'a rien à faire sur le parvis de Notre-Dame et faire des déclarations de ce type. C'est déplacé, c'est totalement incongru. Et honnêtement, ça ne crée que des polémiques à un moment où, heureusement, il n'y a pas de mort. Et il y a très peu de blessés et quelques peut-être sapeurs-pompiers. Il a atteint son objectif, puisque Nicolas Dupont-Aignan, puisque nous parlons de lui depuis 5 minutes. Voilà, oui, le ministre de l'Intérieur lui répond également. Madame, c'est le trésor de l'humanité, c'est quand même le signe de ce que ça parle au monde entier, et c'est quand même un signe magnifique d'universalité. André, vous qui faites souvent l'éloge de l'enracinement, vous devez savourer ce moment-là. Ben, écoutez, non seulement je le savoure, mais je voulais dire que le symbole est encore plus fort peut-être, mais même par rapport à ce que dit Juliette, elle a raison. C'est que on est en pleine, on le sait, je veux dire, des truismes, on est en pleine interrogation du sens, interrogation de l'identité, interrogation politique, interrogation économique. Que cela arrive aujourd'hui, hier, fait sens. Maintenant, je ne veux pas faire du tout le rabat-joie, mais on sait aussi qu'il y a des gens pour qui ça n'a pas été du tout quelque chose de, je dirais, de triste. Il y a eu quand même sur les réseaux sociaux des tweets, et je ne veux pas m'étendre là-dessus, tout à fait lamentables, qui ont dit « mais oui, c'est bien fait, c'est très bien, etc. » Il n'y en a pas eu un, il n'y en a pas eu 100. Il y a eu des milliers de tweets hier et aujourd'hui, très forts. Et vous savez, il n'y a qu'à ouvrir Internet, regarder ce qui s'est dit. Moi, j'en parle parce qu'il faut aussi parler de tout. Et c'est très bien de mettre des fleurs et des roses. Et je suis pour ces fleurs et ces roses. Il faut savoir que, heureusement, une minorité très minoritaire, mais quand même, j'ai lu des choses... Un film minoritaire. En tout cas, des choses qui étaient très, très, très désagréables. Oui, Monseigneur Yvado Dumas. C'est vrai, mais je pense qu'on ne peut pas s'attacher uniquement aux choses qui sont, me semble-t-il, marginales. Peut-être, mais de la même façon que dans d'autres événements, il y a toujours des voix discordantes.